Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler des belles initiatives de nos deux départements. N'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux sociaux. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc sur Facebook, vous venez commenter. Si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas. Sur Twitter également avec le hashtag Accès Direct. Au programme, aujourd'hui, nous recevrons Magali Frédoc de SOS Femmes Violences. Et puis Vincent Poirier de BDFU viendra nous présenter sa sélection du mois. Et enfin, Christian Arnal nous racontera l'histoire de son livre Nom d'une piste. Mais avant les titres du JT, bonsoir Olivia. Bonsoir. Alors on commence, le premier titre problématique de parking. Effectivement, à Chambéry, c'est le parking Ravet qui doit être construit avec un autre parking. Voilà, c'est plusieurs contrats qui ont été signés, sauf que quelques habitants ne sont pas d'accord. Pour eux, ça défigurerait le paysage. Donc Sébastien Germain s'est rendu sur place et nous explique le problème. Et puis on parlera pétanque. Oui, mais alors pétanque avec du sport adapté. Donc c'était ce matin à Annecy au Boulodrome. Et donc en fait des personnes en situation de handicap mental ou psychique se sont initiées à la pétanque et autres jeux de boules. Donc on s'y emmène. Il y avait le pastis aussi ou pas? Non, même pas. Ah mince. Allez, l'actu, ça se passe aussi chez nos confrères. On commence avec le Brexit en station aussi. Oui, avec cet article du Monde. Donc le manque de neige sur les 5 dernières années avait déjà fait changer les habitudes des vacanciers, hein, tu le sais. Il y a beaucoup plus de réservations de dernière minute. Par exemple, Pierre et Vacances a noté que 23% des vacanciers avaient attendu les premières neiges avant de réserver, ce qui est quand même pas mal. Cette pénurie de neige a aussi dirigé les touristes vers d'autres stations et aussi vers les vacances au soleil. Toujours sur une étude de Pierre et Vacances et Google, les recherches ont augmenté de 11% par rapport à la saison précédente en ce qui concerne les vacances au soleil. En plus de ce problème-là, donc de la pénurie de flocons, il y a aussi le Brexit. Ça n'aide pas. Qui n'aident pas. Donc les touristes britanniques représentent 30% de la clientèle de montagne en France. Et effectivement, ils ne désertent pas nos stations, mais la faiblesse de la livre et donc de leur pouvoir d'achat fait qu'ils viennent quand même, mais ils raccourcissent en fait la durée de leur séjour chez nous. Et enfin, dernière info, selon une étude réalisée par Google, une augmentation des recherches a été notée donc, sur le moteur de recherche. C'est pour aller en station au sport d'hiver en Bulgarie. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Maintenant, venez chez nous cet hiver, on a de la neige, c'est bien tombé. Oui, voilà, on devrait pouvoir ouvrir correctement pour les vacances de décembre. Et puis, deuxième article, plus de femmes en politique à Genève. Effectivement, elle s'appelle Alban Schlechten. Elle est élue socialiste et elle demande à ce que la présidence du conseil municipal de Genève soit mixte. Donc, la présidence, en fait, elle comprend 3 postes. Donc, la présidence normale, la première vice-présidence et la 3e vice-présidence, peut-être la 2e en fait, j'ai peut-être mal noté. Bon, il faudra aller lire l'article. Voilà, il faudra lire l'article. Elle a profité de la semaine de l'égalité pour pointer donc les faiblesses d'égalité au sein de la politique en général, à savoir donc qu'à Genève, seulement 10 femmes ont déjà été élues à la présidence et à partir de 2015, la présidence est composée uniquement d'hommes. Bon, il y a des efforts à faire côté suisse. Quelques efforts, effectivement. Et avec toi, Pauline, du coup, on va au Congrès des maires. Oui, on reparle, puisque c'est l'actu de la semaine. C'est le 100e Congrès des maires de France, donc, qui se déroule en ce moment à Paris. Et les maires de Savoie et de Haute-Savoie se sont rassemblés pour manifester et pour montrer leur inquiétude face à la baisse des dotations de l'État. On en a beaucoup parlé. En difficulté financière, ils disent dans l'incapacité d'investir. Alors Emmanuel Macron a fait son discours tout à l'heure devant les maires. Il s'est fait huer à son arrivée. Preuve qu'a priori, le discours devant les maires a quand même du mal à passer. J'ai pris quelques réactions. Nous sommes foutus, notre investissement est en berne, la situation est grave. Les maires donc, de Savoie et de Haute-Savoie ne mâchent pas leurs mots lorsqu'ils évoquent la situation financière de leur commune. Donc visiblement, Emmanuel Macron n'a toujours pas convaincu. Donc il restera pour eux à faire des efforts et à suivre le mouvement. Et puis, deuxième article, donc, parce que voilà, on va dans le Valais. Parce oui, fait, exactement. Et je suis sûre que c'est un sujet qui va t'intéresser. Alors, c'est du côté de Sion. Alors, c'est un projet de nos parcs. Alors, c'est 2 maisons historiques de Bonvin et Varonne qui ont décidé de créer cet outil à 7,5 millions de francs, tout de même, pour faire découvrir au grand public les crues expositions. Il y a des expositions de bouteilles. Il y a aussi un bar, bien évidemment, pour déguster avec modération, mais pour goûter ces grands crus. Alors, le No Parc attend tout de même 40 000
000 visiteurs pour cette première année, donc c'est pas mal. Et en plus, ce nouvel atout touristique, alors il n'a pas coûté grand-chose au canton parce que les 7,5 millions de francs, ils ont entièrement été financés par les deux maisons, Bonvin et Varonne, réunis. Ils les ont payés intégralement et ils ont surtout embauché 25 personnes, notamment des postes de guides conférenciers. Donc voilà, c'est à découvrir du côté de Sion pour les amateurs de vin. On irait faire un petit tour. Exactement. Merci Olivier, on te retrouve tout à l'heure pour les titres du JT. Va me rejoindre sur ce plateau, je vous en prie, Magali Frédoc de SOS Femmes Violence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors SOS Femmes Violence, sa mission principale de l'association, c'est la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, d'ordre physique, sexuel, moral, psychologique, économique et administratif. Voilà, j'ai tout dit. On en parle beaucoup des violences faites aux femmes. C'est une structure qui est indispensable aujourd'hui. Oui, bien sûr. On est une association qui justement reçoit les femmes victimes de violences conjugales en Savoie. On est basé à Chambéry et vraiment notre rôle est d'abord d'être un lieu d'écoute pour ces femmes, pour que justement elles puissent raconter leur histoire à nos intervenantes sociales et à nos bénévoles. Et en tout cas y trouver une oreille bienveillante qui donne justement de la valeur à leurs paroles, à leur discours, sans jugement. Justement, quel est le rôle exact? Qu'est-ce que vous faites exactement pour ces femmes? Ça se passe de différentes manières? Eh bien, la première manière, c'est que donc ces femmes viennent à l'association. On est en accueil de jour, donc elles peuvent venir à n'importe quel moment aux horaires d'ouverture de l'association. Elles sont reçues par une intervenante sociale et aussi ou une bénévole. Et on les accompagne dans leur démarche administrative, juridique, à la recherche d'un hébergement, d'un logement ou autre, voilà, selon leurs besoins et surtout à leur rythme. Alors l'an dernier, vous avez aidé 358 femmes. Oui. Ça paraissait un chiffre qui est conséquent tout de même. Oui. C'est un chiffre qui a évolué de la bonne manière ou de la mauvaise manière? Vous avez une augmentation ou... On a une légère augmentation, mais nos chiffres sont plutôt stables, en tout cas en Savoie. Après, c'est peut-être pas la même histoire dans d'autres départements, mais en tout cas, nous, à SOS Femmes Violence, on constate plutôt une stabilité des chiffres. Ça veut dire que quoi, il n'y a pas forcément plus de violences conjugales ou plus de violences, mais peut-être les femmes se déplacent plus facilement aussi? Tout à fait. Elles se déplacent plus facilement, nous appellent aussi plus facilement, et c'est pour ça qu'on peut en accompagner de plus en plus chaque année. Alors, vous le disiez, vous avez 2 intervenantes sociales, mais vous avez aussi des bénévoles? Tout à fait, des bénévoles qui viennent nous aider sur des temps de partage. Justement, on fait beaucoup d'ateliers au sein de l'association, l'atelier cuisine, self-défense, massage et groupe de parole aussi, pour que justement ces femmes puissent échanger aussi entre elles. Donc nos bénévoles sont là aussi à l'accueil de jour, en entretien téléphonique s'il le faut. Le but, c'est quoi? C'est d'aider ces femmes dans les démarches administratives, judiciaires, et puis aussi reprendre confiance. Il y a plusieurs Tout à fait. C'est selon aussi leurs besoins et où elles en sont au niveau de leur reconstruction et de la prise en compte des violences conjugales. Donc ça peut être simplement un lieu d'écoute. On vous écoute, racontez-nous ce qui vous est arrivé. Et selon vos besoins, est-ce que c'est un besoin administratif, juridique, ou simplement c'était juste à un moment se poser et être en tout cas dans une bulle où on se sent écouté et soutenu. C'est les violences conjugales qui ressortent le plus? C'est le plus gros des femmes qui viennent vous voir, ce sont sur des violences conjugales? Oui, nous on est spécialisés justement sur les violences conjugales. Ouais. Alors je vous propose d'écouter un petit extrait justement d'une femme qui a osé venir et on réagira juste après. Ça marche. J'en pouvais plus de me faire taper dessus. Voilà, ça a été trop, il me tapait devant ma fille. Donc à un moment donné, ça a fait tilt, je me suis dit, ma fille, elle ne peut pas vivre comme ça dans un contexte violent. Et puis, il a été plus violent que d'habitude et là, j'ai craqué. J'ai porté plainte et j'ai eu gain de cause 3 ans après. On ne sait pas si vraiment on a tort, parce qu'on culpabilise aussi. On se dit que c'est peut-être nous qui avons un problème, donc peut-être que... Voilà, donc du coup, tant qu'il n'y a pas eu la justice qui a été vraiment faite, on est encore dans le doute. Voilà. J'y pense quand même de temps en temps, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, mais je pense qu'il faut vivre avec. Elle le dit, vivre avec, on ne peut pas oublier forcément, mais ça s'atténue quand même au fil du temps. Bien, après, tout dépend l'histoire de cette femme et le parcours qu'elle a eu, mais effectivement, ce dont ont besoin les femmes, c'est aussi justement d'être soutenues.
d'avoir aussi accès à leurs droits, et mettre un mot aussi sur ce qu'elles ont vécu. Là, on le voit dans ce témoignage, ce qui a fait le déclic, c'est que son mari l'a tapé devant sa fille. C'est des déclics comme ça, souvent pour ces femmes. Qu'est-ce qui fait souvent le déclic pour qu'elles fassent le pas de venir vous voir, par exemple, vous, association, ou porter plainte? Bien, ça peut être, oui, comme on dit, peut-être le geste de trop, ou le regard aussi, peut-être pas habituel. Ce sont des femmes qui vivent aussi sous emprise, où leur conjoint aussi un peu pris possession de leurs pensées, etc. Donc, effectivement, des fois, ça peut être un regard, un geste de trop, ou simplement peut-être aussi une information vue dans les médias, que ce soit à la télé, avec certaines campagnes qui sont faites. Donc voilà, il y a plusieurs aussi éléments, et notamment peut-être aussi devant les enfants. Alors, en 2016, sur toutes les femmes victimes, seulement 16% ont porté plainte. Oui. C'est très peu. Vous, votre rôle aussi, c'est de leur expliquer que c'est important aussi d'aller porter plainte, de ne pas, entre guillemets, juste venir avoir une écoute. Il y a aussi ce déclenchement après, derrière, juridique. Oui, juridique, effectivement. Alors, quelquefois, il y a des femmes aussi qui ont tenté d'aller porter plainte. Aussi, la plainte n'a des fois pas été reçue, donc il y a aussi des difficultés d'accès aux forces de l'ordre, en tout cas de police et de gendarmerie. Mais c'est aussi notre rôle de préparer avec elles aussi des fois la plainte, de préparer au mieux pour qu'elles puissent aller plus facilement se présenter à la gendarmerie et à la police. Mais c'est vrai que c'est un acte qui est difficile aussi. 123 femmes tuées l'an dernier, Oui. 25 enfants également, parce qu'on parle des violences conjugales pour les femmes, il y a aussi des enfants. Ça reste trop, mais on voit une diminution, on voit c'est des chiffres qui paraissent toujours conséquents. 123 femmes, c'est Oui, quand même bien sûr, qui sont conséquents. tous les 3 jours. Oui, ça fait une tous les 3 jours. Après, c'est vrai que c'est un processus, le type de les violences conjugales, qui est assez difficile aussi des fois à chiffrer. Et oui, on va peut-être vers une diminution, mais chaque année, on ne sait pas non plus. C'est parce qu'on en parle plus aussi, Oui. qu'il y a 10 ou 15 ans, on en parle plus facilement Bien sûr. dans les médias Dans les globalement. Oui, on en parle de plus en plus, et justement, c'est vers ce quoi il faut tendre, c'est en parler plus, faire plus aussi de campagnes de sensibilisation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé aussi cet événement. Oui, d'ailleurs, on samedi. va en parler. Ce 25 novembre, c'est les 40 ans de votre association. C'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Qu'est-ce que vous proposez du coup pour cette journée? Alors, le but de cette journée, justement, c'est de sensibiliser le public sur la question des violences conjugales, mais aussi sur l'évolution du droit des femmes et des rapports aussi hommes-femmes. Donc on a choisi plusieurs supports. Alors le matin, on sera déjà dans les rues de Chambéry pour être justement plus proche des gens et leur présenter aussi notre association, montrer qu'elle existe. Et on a préparé aussi une mise en scène en lien avec les violences conjugales. Et puis l'après-midi, on a organisé un forum avec une exposition, Olympe de Gouges, qui retrace justement les 17 femmes qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Donc c'est pour aussi montrer que les femmes ont fait des choses qu'il faut valoriser. 2 conférences animées par Nathalie Mouton, qui est une professeure d'histoire-géographie et qui justement s'est beaucoup posé de questions concernant la place des femmes dans l'espace public et politique. Et elle sera accompagnée justement des fondatrices de l'association SOS Femmes Violences. Donc ils vont aussi nous apporter un regard sur l'évolution en 40 ans sur la question des violences conjugales. Et on a aussi du théâtre. C'est une autre forme aussi pour se questionner. Ce sera des courtes représentations C'est un autre théâtrales. moyen de faire passer le message. Tout aussi, à fait, et de débattre ensuite sur la question des rapports hommes-femmes. Et la diffusion d'un film tous les 2 jours qui a été réalisé par une collègue l'année dernière et qui qui retrace le témoignage de femmes qui sont passées à l'association SOS Femmes Violences. Alors, j'ai une question très rapidement d'actualité. On le sait, on en a beaucoup parlé. Alors, ce n'est pas les violences conjugales, mais on parle avec le hashtag Balance ton porc. Il y a aussi la parole, entre guillemets, qui s'est libérée. Vous avez un avis par rapport à ça? Justement, on suit aussi l'actualité à SOS Femmes Violences et on se dit que c'est aussi un bon moyen, quelquefois, d'avoir les médias autour de nous pour justement valoriser la libération de la parole.
des femmes. Et c'est ce qu'on veut à SOS, hein, c'est que les femmes viennent nous voir à l'association, nous appellent pour être accompagnées et vraiment et aller vers la reconstruction suite aux violences. Alors on rappelle votre adresse si jamais si des femmes sont victimes de violences conjugales. Vous vous trouvez à Chambéry, c'est ça? Oui, au 560 chemin de la Cassine, donc juste à côté de la gare. Et aussi on a un numéro de téléphone. Vous pouvez voir sur le site internet de l'association pour nous appeler ou laisser un message sur le répondeur. Très bien, et on rappelle le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et votre journée pour vos 40 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de votre association. Merci beaucoup Magali. Place à notre chroniqueur, Vincent Poirier de BD Fugue. Il va arriver les bras chargés. J'ai déjà toutes les BD ici. Oui, bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors aujourd'hui, il y a un programme chargé. Il y a 5 livres que tu nous as choisis. Alors on va commencer. Hop, j'ai fait un petit tas de ce côté-là avec Tib et Tatoum, volume 4, Jamais sans mon dino. Alors Jamais. Ça, c'est parfait pour les enfants à l'approche de Noël. C'est une idée cadeau. C'est l'idée cadeau, c'est la très bonne idée cadeau. C'est sorti hier. Donc ils ne pourront pas dire qu'ils l'ont déjà. Ça sécurise le cadeau. On a toujours peur de se tromper. C'est ça. Et Tib et Tatoum, moi ce que j'adore, c'est la façon dont les histoires sont construites. On a souvent des séries qui sont des séries de gags, c'est des histoires d'une page, ou des séries avec des histoires longues, voire à suivre. Tib et Tatoum, c'est la fusion de l'ensemble. Chaque page, c'est un gag, chaque page est conclusive, et en même temps, ça forme une grande histoire. Donc l'enfant qui est encore un petit peu en démarrage de lecture peut s'arrêter à chaque page et peut souffler, peut reprendre. Ça ne devient pas quelque chose de contraignant, mais bien une distraction et un plaisir, c'est ça qui est important. Et par contre, l'enfant qui, lui, est déjà bon lecteur, il enchaîne, il a une grande histoire qui se développe. Voilà, c'est l'idée, oui. Donc il y en a, et puis surtout là, on n'est pas obligé d'avoir lu le tome 1, 2, 3 forcément pour le tome 4. Il y a quelques petites références, mais globalement... C'est mieux, mais quelqu'un qui commence par le 4, oui, il va comprendre rapidement qu'on est dans un clan, on est à l'époque préhistorique, il y a un dinosaure, Tatoum, qui est là, voilà, et qui est très copain avec Tib. Et voilà, c'est la base, effectivement. Donc le tome 1 est très bien parce que ça permet effectivement d'avoir la rencontre, le comment du pourquoi. Du comment, oui. Et puis après, c'est vrai que les aventures sont un peu plus autonomes derrière. Donc là, c'est l'histoire où Tib retourne avec sa famille voir le clan de sa mère. Donc voilà, il va rencontrer ses grands-parents, il va partir sans Tatoum, mais c'est peut-être pas si évident de partir sans son copain. Oui, parce que c'est son meilleur ami quand même. Oui, de fait, moi j'aurais un dinosaure comme copain, je crois que je le garderai régulièrement avec moi. Tib et Tatoum, il y a une petite particularité aussi, les deux auteurs sont d'Annecy. Oui. Donc c'est pas pour ça que je vous le présente à la base, c'est vraiment parce que c'est génial. Mais en plus, effectivement, on a la chance que ce soit des auteurs locaux. Donc on est très fiers, on est d'autant plus fiers que les droits ont été rachetés pour la télévision, une chaîne TF1, je n'ai pas trop entendu parler jusque-là, qui a racheté les droits, ça sort en dessin animé à la télévision en 2018. D'accord. Donc voilà, c'est un succès super. Mérité pour cette série et je la conseille vraiment dès très jeune, en fait. Les prémices de la lecture, 5-6 ans, ça démarre et après ça ne s'arrête plus. Et il est en dédicace. Et ils viennent dédicacer tous les deux, effectivement, la seule dédicace qu'ils font dans la région là, avant Noël, ça sera le samedi 9 décembre, donc dans 2 semaines et quelques. Donc pile poil on avant Noël. On aura la chance de les avoir à la librairie. Très bien. Et donc Tib et Tatoum, volume 4 pour vos enfants, c'est parfait. C'est parfait pour Noël. Attention. Alors, Peter Pan, l'intégrale Loisel. Alors là, par contre, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, on pourrait croire. Alors moi, j'ai été surprise en ouvrant le livre parce que je m'attendais effectivement, quand on connaît Peter Pan, c'est pas tout. Enfin, c'est l'histoire de Peter Pan, mais c'est quand même assez sombre. Peter Pan, on pense Disney. C'est le réflexe, on l'associe. Et Loisel, qui est un des plus grands auteurs de l'histoire de la bande dessinée, qui a été Grand Prix d'Angoulême, nous a raconté en fait la genèse de Peter Pan. Il s'appelle Peter, c'est un garçon des rues. Il y a une ambiance très Dickens au démarrage de l'histoire. Ça se passe à Londres. Et c'est cette clochette qui vient rencontrer Peter. Il y a une petite ambiance un peu même Jack l'Éventreur au départ. Oui, et petit à petit, l'histoire prend une dimension extrêmement psychologique. On va sur l'imaginaire. On va se rendre compte que l'imaginaire offre des possibilités incroyables. C'est un peu le principe. Mais tellement de possibilités qu'elle en est dangereuse également. Donc on ne va pas être dans le côté édulcoré, mignon de l'imagerie de Peter Pan qu'on peut avoir. Au contraire, on va être dans des récits les plus forts, les plus travaillés en termes de psychologie qui m'étaient donnés de lire en série. Donc c'est un travail déjà éblouissant graphiquement, mais il y a une dimension derrière qui est remarquable. Et la dernière page de la série Peter Pan, c'est finalement la transition sur le démarrage du roman de Sir Barry, qui a donné effectivement naissance à la légende. Donc vous avez toute la genèse de l'histoire de Peter Pan. Ici, on découvre qui il est véritablement avant de pouvoir enchaîner, si on le souhaite, sur le roman. Avant de devenir Peter Pan, et effectivement, il y a toute l'histoire. Et on comprend pourquoi Peter Pan. Et voilà.
Et c'est vrai que c'est une histoire du coup qu'on ne connaît pas, puisque tu parlais effectivement de Walt Disney, on connaît une fois que Peter Pan est Peter Pan. Il y a quand même, c'est aussi au début, c'est vrai qu'il y a des histoires de viol, voilà, oui, mais ça, donc c'est pour être dans le thème de l'invité d'avant. C'est l'histoire dans les violences aux femmes. des etc. violences, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un récit qui est sans concession. Il n'a pas cherché, effectivement, à avoir quelque chose de disneyen au niveau du récit. Bien qu'il y ait quelques dessins qui, alors je ne sais pas qui s'est inspiré de qui, mais il y a quelques dessins ressemblant le Capitaine Crochet, effectivement, à Désert. Il y a quelques personnages qui sont très ressemblants quand même Dans l'imagerie, dans Disney, son imaginaire, globalement, effectivement, il est resté dans quelque chose qui lui semblait cohérent. Disney avait fait de toute façon un très bon travail. Ils étaient partis d'un existant, le roman, il est parti lui-même du même existant. Donc c'est vrai qu'il y a des liens qui sont évidents aussi au niveau du design. Donc là, c'est l'intégrale parce qu'il y a 6 volumes qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée. 6 volumes qui m'ont incité à vous ramener une petite merveille. Oh, super. On n'a jamais fait ça avant. C'est la librairie qui édite cette figurine, taille réelle, de la fée Clochette. de la fée Clochette. Alors la fée Clochette, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très gourmand qu'elle a aussi. Elle n'est pas dans le stéréotype du mannequin filiforme. Elle est généreuse, elle est un peu caractérielle aussi, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que voilà, on la redécouvre ici en 3 dimensions réelles et c'est quelque chose qui arrive à la librairie normalement la semaine prochaine. D'accord. On est très fiers, c'est un peu audacieux de notre part, mais on est très fiers parce qu'elle est magnifique. Donc pareil, c'est une très belle idée cadeau pour Noël. La BD pour les parents et la petite figurine pour les enfants. Pour les enfants, peut-être pas, la figurine, peut-être pour les parents collection aussi. pour démarrer une belle collection. Ouais. Alors on continue, alors là on change de registre, ça s'appelle Les Amours suspendus. Donc ça c'est une comédie musicale en bande dessinée, c'est ça? Oui, c'est un petit peu en tout cas l'intention de l'autrice. Puisque désormais les auteurs femmes ont dit autrice. C'est un peu l'intention de l'autrice, effectivement, de partir sur une thématique comédie musicale pour traiter ce récit. Par contre, un récit qui est plutôt presque malheureusement commun. C'est l'histoire d'un homme marié, heureux en couple, mais qui ne peut pas s'empêcher de tester un petit peu son pouvoir de séduction régulièrement et qui va séduire effectivement un certain nombre de femmes. Alors, le plaisir pour lui, c'est de les séduire. Il a une pièce secrète. Un peu imaginaire, c'est un ouvrage très métaphorique. Un peu comme Barbe Bleue. Où il garde ses femmes et il garde en fait l'esprit de ses femmes. Il sait qu'il les a séduits, il n'a jamais été au bout et il n'a jamais véritablement trompé sa femme, si ce n'est que dans les faits, c'est quand même un petit peu... C'est limite. Oui, c'est limite. C'est limite. Mais ce n'est pas un album qui est fait pour dénoncer, c'est un album qui nous fait assister à tout ça, on en tire nos propres conséquences. Moi, j'aime beaucoup ça aussi dans le travail de Marion Fayolle, c'est qu'elle ne cherche pas à nous endoctriner dans une règle de morale ou quoi que ce soit. Elle nous livre un récit, par contre, qui est d'une justesse, d'une complémentarité extraordinaire. Et surtout, on le voit dans les pages là, qui sont un peu diffusées. Ici, c'est une des grandes doubles pages de la fin, qui se finit de manière très théâtrale, d'où effectivement ce côté un peu comédie musicale. Elle a, pour moi, fait le meilleur usage de ce qu'on appelle l'art séquentiel, donc c'est-à-dire l'usage de ce que la bande dessinée peut offrir. Elle sort complètement des codes classiques de ce fameux gaufrier de case par case. Elle change tout, elle chamboule tout, même le dessin n'est pas commun. Par contre, c'est très poétique. C'est juste incroyable, même ce qu'elle a réussi à en faire. C'est impossible de le faire en théâtre, c'est impossible de le faire au cinéma, c'est impossible de le faire en animation, c'est impossible de le faire même en comédie musicale, justement. En roman, il n'y a que la bande dessinée, dans l'usage qu'elle en a fait, qui pouvait raconter de cette façon-là cette histoire. Et en 17 ans de carrière de libraire, c'est vraiment la bande dessinée la plus représentative de ce que le médium peut offrir. Gros coup de cœur, du coup. Ah oui, extraordinaire. Et Gaëlle, qui est à la librairie, une de nos libraires, pour elle, c'est l'album de l'année. Carrément, sans concession. Donc, Les Amours suspendus, album de l'année pour Gaëlle de BD-Ful. Voilà. Alors, on continue à parler amour. Alors là, ça s'appelle « Et si l'amour, c'était aimer ?» Alors là, c'est complètement barré. Je donne un petit pitch. En gros, c'est une femme qui trompe son mari avec le livreur de Macédoine à domicile. Parce que c'est très courant, les vendeurs de Macédoine à domicile. De ne pas avoir de vendeur de Macédoine dans le coin. Voilà. Parce qu'effectivement, et c'est complètement barré de la première page à la dernière page. Tu l'as lu jusqu'au bout? Oui, c'est ça. T'as pas pu t'arrêter, hein? Non, parce que c'est assez... En fait, on se demande jusqu'où la folie va aller, jusqu'où ils vont aller dans le décalage. On est à la moitié, on se dit c'est bon, il a tout fait, et ça continue, ça continue. Ça reprend le principe des romans photos très kitsch qui pouvaient fleurir un petit peu à une époque. Donc l'image, le dessin est très sérieux, très froid,
Et puis les dialogues à côté, eux, par contre, sont complètement décalés. Et je crois que c'est difficile de ne pas pleurer de rire Oui, il y a durant cette lecture. Moi il y a qui des suis quelqu'un de très répliques, stoïque en lecture, non mais là, les voisins m'ont entendu. Hein, Oui, il y a des répliques. Et puis voilà, il y a différentes formes de dessin. Il y a les gens qui commentent un petit peu ce qui se passe, un peu comme. C'est un peu notre réaction en fait. Les gens qui sont ici, c'est Voilà, un ils peu nous ce que rassurent un petit peu. ce que nous on pense et On on se pense rapproche à eux parce que tout le reste est complètement décalé. Donc c'est de l'humour absurde, et de l'amour absurde aussi un petit peu d'ailleurs. Mais c'est aussi finalement ce moyen de décompression qu'on a réellement besoin d'avoir le soir, une bonne lecture voilà, pour se vider la tête et se faire plaisir. C'est l'auteur qui avait fait Zai 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 Zai. C'est un album qui avait eu le prix des libraires de bande dessinée, justement pour son humour extrêmement décalé. Fab Caro, voilà un auteur à surveiller de très très près. Donc si vous voulez rire, n'hésitez pas. Et si l'amour s'était aimé, oui, et c'est pour tout le monde. Hein. Faut rire rassuré. Ouais. Alors on termine avec ce livre, Punk. Punk Rock Jesus. Je Punk me suis Rock dit, Jesus. c'est bientôt Noël, il faut quand même montrer un petit peu que la bande dessinée, c'est riche, ça peut offrir beaucoup de choses. Là, c'est du comics, c'est du comics américain. Punk Rock Jesus, c'est Sean Murphy qui est, je pense, un des plus grands génies actuels du dessin américain. Il nous prépare en ce moment un Batman qui va vraiment faire date. J'ai vu les premières pages, c'est sidérant. Et Punk Rock Jesus, ça pourrait être un petit peu comme L'amour c'est aimé. Ça pourrait être très kitsch. Le pitch de départ, c'est une scientifique qui a été capable d'extraire de l'ADN du Saint-Suaire, donc a priori de l'ADN de Jésus-Christ. Elle pourrait s'entarguer, s'arrêter là, sauf que non, elle est chapeautée par un financier qui va décider de faire un casting pour recruter une Marie vierge pour cloner le petit Jésus. Alors ça devient un petit peu scandaleux, mais ça pourrait s'arrêter là et non, toujours pas. Ça va être filmé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça va être la télé-réalité la plus abjecte et la plus regardée au monde de la naissance, l'enfance, le retour du petit Jésus qui va grandir dans un loft. C'est une grosse critique de la société là. Il y a tout qui part dedans. Et effectivement, ce côté très télé-réalité sans concession à outrance jusqu'à cloner le retour du Messie et le filmer comme ça en permanence, c'est une horreur. D'histoire, et en même temps c'est raconté de manière très rock'n'roll, d'où le nom aussi. En fait, c'est un défouloir extraordinaire. Le dessin est sans concession. Et ça, c'est une réédition. Ça, c'est une édition anniversaire. En fait, Urban Comics, c'est un éditeur qui est arrivé dans le comics il y a 5 ans. Il y a 6 ans, ils n'existaient pas, personne n'en avait jamais entendu parler pour cause. Ils sont arrivés il y a 5 ans et ils ont complètement bouleversé le paysage du comics en France. Ils ont fait des sélections qui sont juste extraordinaires, qui ont fait lire beaucoup de comics à des non-lecteurs de comics, c'est ça la force aussi. Alors c'est eux qui sont les éditeurs de Batman et tout l'univers effectivement du label DC Comics, mais ils ont aussi des petites pépites comme ça qui nous sortent du super-héros. Et ils ont fait 5 albums pour leurs 5 ans. On va avoir 5 éditions magnifiques, plus grandes et augmentées. Ici, on a 100 pages bonus qui nous permettent de découvrir comment l'auteur a travaillé sur son album. Et donc, on va beaucoup plus loin encore grâce à ça. Donc voilà, Punk Rock Jesus, c'est un des meilleurs comics que j'ai lu de ma vie. Et là, dans cette édition anniversaire, c'est un bonheur. C'est coloré et ça change. Eh ben, merci beaucoup Vincent pour cette petite sélection. Avec plaisir. À un mois de Noël, ça donne des idées. Et puis à bientôt pour une nouvelle sélection. Bientôt, il y a plein de belles choses qui arrivent. Oui. Merci beaucoup Pauline. Vincent. Eh ben, on va terminer cette émission en continuant à parler de livres avec notre dernière invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec. Voilà. Alors voilà. Exactement. Je l'avais posé déjà, là, regardez. Hop. Ah, c'est bon. Alors, Christian Arnal, vous êtes l'auteur de ce livre Nom d'une piste. Voilà. Ce sont de magnifiques photos de la vallée des Bellevilles. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce livre. L'histoire de ce livre commence par le premier, parce que c'est une trilogie pour l'instant, qui va continuer, bien sûr, parce que les Bellevilles font partie des 3 vallées. Et donc j'ai commencé par la première vallée où j'habite, Courchevel, et je suis parti à raconter l'histoire des noms des pistes avec un guide conférencier de la FACIM, qui lui fait les recherches sur les altitudes, les dates historiques, le palmarès des champions. Et donc après Courchevel, on a fait Méribel. Et maintenant, cette année, pour cet hiver, ça sera les Bellevilles, avec des pistes comme Marielle Guachel, comme Léo Lacroix, qui est là-haut, et d'autres. Donc des balises, uniquement des balises. C'est ça, c'est uniquement des photos de balises avec un texte explicatif à côté. Voilà, en français et en anglais, parce qu'on a
beaucoup de clients anglophones. Alors j'imagine que vous n'avez pas fait toutes les pistes. Si. Si vous avez fait toutes les pistes? Si, j'ai fait Absolument toutes toutes. les pistes, j'ai photographié toutes les pistes, mais après, comme je rentrais dans un format petit et un prix correct, il faut qu'on fasse une sélection. La sélection, elle est plus vers l'esthétisme de la photo, et aussi, il y en a qu'on ne peut pas ne pas mettre. La Combe de la Solière à Courchevel, je suis obligé de la mettre. Ça fait partie des pistes de Courchevel. Le Mont Vallon à Méribel aussi. Et là, donc il y a des pistes incontournables. Et après, avec mon directeur artistique, on essaye de faire un objet. C'est pour ça qu'il est agréable à lire. C'est parce qu'on essaie d'équilibrer les couleurs, les grands formats, les petites photos. Il y a des petites photos comme Et on voit les là, la doubles pages, caméra, avec des une photos grande, que doubles des moments pages. personne ne peut les Hop. voir, parce que c'est tout un palette. Alors, suivant les livres, il y a plus de noir, plus de rouge. On essaye d'équilibrer avec les vertes et tout. Parce que ce livre s'adresse à tous les skieurs. Du petit, qui apprend souvent le nom des pistes aussi bien que l'alphabet, quoi, parce qu'il va skier petit à 4-5 ans, et il va se souvenir de la piste verte, à la piste extrême, La piste noire. La piste noire. Voilà, celle-là, Celle pour les meilleurs, pour les experts. pour les experts. Ou celle qui est le challenge de la semaine d'un enfant qui va dire « Papa, quand est-ce que tu me fais faire la piste noire ?» Alors moi en feuilletant le livre, il y a des noms de pistes avec des noms de champions de ski. Alors il y en a une qui a le nom de David Douillet. Et alors, C'est improbable. oui, donc je ne prends pas position sur pourquoi il a une piste, mais en tout cas, il a un palmarès. C'est Oui. un grand champion, Elle est là. et sa piste existe au Ménuire. En fait, il a beaucoup fréquenté les Ménuires, il a beaucoup fait pour les Ménuires, et il a beaucoup été actif au Ménuire, et donc je l'ai photographié comme toutes les pistes, et on l'a mis dans le livre. C'est surtout que du coup on nomme pas les pistes par hasard. Il y a une vraie histoire derrière oui. chaque piste. Ah oui, puis ça crée des jalousies. Parce qu'il y en a qui aimeraient avoir le nom de leur piste. Parce que l'année dernière, j'ai été dans une école présenter le livre. Et il y a des enfants qui ont posé la question à M. Mauduit, qui a la Mauduit, M. Georges Mauduit. Les enfants lui ont dit « Vous avez acheté combien votre piste ?» Donc c'était une question complètement incroyable, parce que les gens, ils croient que ça s'achète. Non, enfin les enfants. Mais non, c'est... Donc ça fait des envieux un nom de piste en fait. Ah oui. Ah oui, puis alors après, je ne sais pas comment c'est décidé, par un comité, parce que la mairie, donc les communes sont propriétaires de l'environnement des pistes, mais les sociétés de remontée mécanique les exploitent. Et c'est, je pense, des réunions, parce que chaque année, il y a de nouvelles pistes qui se créent, et donc c'est des réunions voilà, et puis quand il y a un champion qui disparaît, on essaie de lui donner le nom d'une piste. Ça, c'est très important. C'est un honneur, parce que c'est vrai que finalement, quand on finit la journée, on raconte à tout le monde sur quelle piste oui. on est passé. Ah oui, c'est alors... indispensable d'avoir un nom. Un numéro, ça suffirait pas. Ah non, ça Ce oui. serait triste. Ça serait triste. Et puis on s'est pris une bûche sur telle piste, on s'est embrassé sur telle piste, on s'est connus. Non, mais on me raconte des histoires de pistes. Quand je présente mes livres lors des signatures, les gens me disent « Vous pouvez signer à la page… Ah, donc c'est une idée pour un futur livre, une histoire par piste. Alors, Une non, personnelle. le futur livre, ça sera le nom d'une piste d'une autre station. D'une autre station. Parce qu'il y en a beaucoup, donc je continue dans la tarentaise, et voilà quoi. Votre livre, où est-ce qu'on peut le Alors, trouver, c'est le celui-ci problème de l'auto-édition, parce qu'il faut aussi dire que ce livre est en auto-édition, c'est-à-dire que c'est moi-même qui récolte les fonds et qui, par rapport aux fonds récoltés, en sort un nombre d'exemplaires. Et après, je vais dans les maisons de la presse des vallées et je les dépose et ils sont vendus dans les maisons de la presse. Et actuellement, j'expose à l'Espace 55 où je vends tous les livres et aussi mes photos, parce que je suis d'abord photographe. Donc on peut le trouver. De toute façon, vous avez un site internet. Oui, aussi, un site internet, je peux répondre aux questions, je peux les envoyer. Je vais avoir bientôt mon imprimeur qui va pouvoir les vendre en ligne. Pour les Parisiens, parce que peut-être qu'il y en a qui écoutent sur J'en suis leur sûre, Facebook, quoi. Alors qu'il y a une librairie qui l'a actuellement, qui vient de l'avoir, c'est la librairie des Alpes. Donc j'ai choisi cette librairie incroyable qui existe depuis plus de 100 ans, 6 rue de Seine. Donc 6 rue de Seine, pour les Parisiens, ils peuvent le trouver. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce livre. Et donc, prochain projet, vous le disiez? Prochain projet, eh bien, c'est Val d'Isère, nom d'une piste, Val d'Isère. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez rester avec moi puisque oui. l'émission est terminée. Je vais pouvoir dire au revoir. Tout de suite, vous allez retrouver le JT avec Olivia Boisson. Demain, je recevrai Fanny Capard qui viendra nous parler du site internet Snowflake. Laure Béchat sera là avec nous pour une nouvelle chronique. Ça s'appelle Bise au féminin. Elle mettra en avant une femme entrepreneur. Et puis, comme tous les vendredis, Camille viendra nous proposer ses idées sorties du week-end. Tout de suite, c'est donc le JT avec Olivia Boisson. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain, 18h pour Accès Direct.